bonjour. La personne qui a déjà discuté et a obtenu son doctorat, c'est elle. Donc, moi, je suis ici seulement pour la présenter et la lancer sur certaines questions. Dans n'importe quel moment, vous pouvez intervenir. Sinon, à la fin, il y aura toujours un petit moment de questions et réponses pour ouvrir au public. Valentina Pancaldi est docteur en, ça c'est drôle, en littérature comparée générale ici à l'UDEM, mais en littérature générale et comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle. C'est intéressant de comprendre la priorité donnée avec une thèse que tu as soutenue l'année passée. Oui, en septembre. Sous la direction de Simon Harel et Claudine Leblanc. Et la thèse porte le titre de La migration en héritage, travail du deuil et de l'écriture dans l'œuvre d'Antonio D'Alfonso, Jhumpa Lahiri et Jaga Shego. Oui, tout à fait. C'est vrai, c'est passé encourager légèrement. Merci. C'est déjà passé un an. C'est déjà passé un an. On va alterner des questions sur ton parcours, sur ce qui était ton doctorat, les choix de doctorat, ce qui est venu après, et sur ta recherche en tant que telle. Je vais commencer avec une demande vraiment à niveau de ton parcours. Tu as écrit que la thèse est une odyssée intellectuelle solitaire, mais tu as fait une co-tutelle, tu as travaillé entre-temps, tu as fait de la recherche, tu as écrit. Ça a été comment le processus et ça a été comment ton insertion dans le monde académique à travers cette recherche? Ok, alors je commence peut-être par vous dire que je suis étudiante internationale, je suis italienne, mais ça fait longtemps que je bouge dans cette planète parce que j'ai pris mon bac, l'équivalent de mon bac en Italie. Ensuite, j'ai fait mon master 1 et 2 en France. Et ensuite, je suis venue ici pour mon doctorat. Et oui, j'ai fait un doctorat en Codiudel. Donc, c'est un peu la fin aussi d'une odyssée personnelle, ce doctorat, parce que ça fait longtemps que je bouge et que je voyage. C'est une odyssée, même si, justement, je fais une thèse en Codiudel, un doctorat en Codiudel, parce que je pense qu'on est toutes seules, nous, en face de notre ordi, avec nos pensées, notre problématique, nos mots et notre écriture. C'est pour ça et avec nos enjeux aussi intellectuels. Donc c'est une odyssée parce que c'est quelque chose de vraiment long, jalonné par plusieurs péripéties personnelles, réelles, concrètes, mais aussi au niveau intellectuel, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est un projet qui embarque mais en même temps, c'est un projet qui embarque plusieurs personnes. Nos amis, notre famille, nos copains, moi je suis en couple, nos directeurs de recherche. On n'est pas seul, mais nous, en face vraiment de notre thèse, de notre projet de recherche, on est tout seul à la base. Donc il y a cette paradoxalité d'une manière assez bizarre de la solitude vraiment du doctorant. Parce que oui, il y a des gens avec nous, mais en même temps, il y a la vie qui se déroule et qui avance. Moi, j'ai dû, bien évidemment, un peu comme tout le monde, travailler pendant mon doctorat. Je n'ai pas travaillé seulement ici à l'université. Enfin, oui, j'ai travaillé ici à l'université en tant qu'auxiliaire de recherche avec Simon Harel, justement, ou avec le département de langue italienne en tant qu'auxiliaire d'enseignement, mais j'ai aussi travaillé en dehors de l'université parce que quand même il faut vivre, il faut payer les loyers. Il y a quand même des choses qu'il faut faire pour survivre. Donc oui, on embarque plusieurs personnes, mais en même temps, on est seul en face justement de notre questionnement. Et c'est notre questionnement qui va devenir notre ami ennemi en même temps, parce que c'est quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, et ça devient presque notre raison de vie certains jours, parce qu'on se réveille seulement pour écrire notre thèse, penser à notre thèse. Parfois j'ai eu cette impression que ma vie justement dépendait de cette thèse qui prenait cette place énorme.
Mais on est vraiment, nous, à notre thèse, nous, à notre recherche. C'est parfois aussi difficile d'exprimer, je trouve, les contraintes, les contraintes, les souffrances aussi, non? Aux gens plus proches de nous, je ne sais pas, nos amis, nos copains, nos copines. Donc, parfois, il y a ça, il y a cet accent, voilà, je dirais, de solitude existentielle, intellectuelle je sais pas en même comment temps. tu l'as vu, mais il y a une question aussi de... On se sait privilégié en tant qu'étudiant. On sait qu'on est en train de faire quand même un travail intellectuel et non manuel. Donc il y a tout un enjeu dans la communication de ce que sont les défis qui devient difficile. Oui, non, ça c'est vrai. Enfin, il y a bien évidemment des travaux qui sont encore plus fatigants et plus exigeants que le nôtre. Ça c'est tout à fait vrai, mais... Et ça crée, selon moi, ça accentue la solitude du chercheur, de la chercheuse, parce que on a du mal à expliquer tout ce qui peuvent être les difficultés, qui sont des difficultés bien différentes Oui, de parce celles qu'elles ne sont d'autres. pas, oui, parce que parfois elles ne sont pas des difficultés concrètes, non? Comme, donc c'est difficile, oui. C'est difficile à exprimer, enfin, pas trop à les exprimer, mais vraiment à être compris, je dirais. Enfin, de trouver de la compréhension dans des gens qui n'appartiennent pas à ce type de domaine, je dirais. Parce que nos profs, nos collègues sont... Tout le monde sait, voilà, dès qu'on on en parle. Mais les gens plus proches à nous, c'est quand même encore plus difficile. Hein. Je fais un exemple. Ma mère, elle m'appelait de temps en temps, elle me disait, mais alors, tout va bien à l'école? Ouais, ouais. Comme, ouais. Ouais, tout va bien à l'école. Les examens, parfait. Mon grand-père pense que moi je suis en train d'étudier le latin. Parce que c'est la seule chose qui pour lui peut prendre autant de temps à être comprise, c'est le latin. Donc, il y a cette sorte d'autocensure, non, de ne pas pouvoir parfois partager. On a en commun en partie du parcours en Italie de formation. Il y a une lettre de Machiavelli que je n'ai pas citée, je n'ai pas la référence parce que je ne voyais pas la connexion. Je la vois là en t'écoutant parler où il dit je m'enlève les vêtements usés, je me mets les meilleurs vêtements que j'ai pour rentrer dans la salle où je lis. Ouais. Parce que la rencontre que j'ai faite avec les personnages et les écrivains du passé, ça nous permet de passer à la deuxième question qui est la question de la rencontre, non pas avec des personnes avec lesquelles on partage, mais avec ton corpus. Donc, comment tu as choisi ton corpus et tu justifies sa cohérence en disant qu'ils sont complémentaires. Parce que c'était effectivement pas évident parler des trois écrivains qui sont grandis et qui ont des expériences très différentes dans des endroits très différents, qui n'écrivent pas forcément dans la même langue, ou pas tous les temps, des fois oui, des fois non, c'est complexe. Ouais, moi je pense avoir eu un peu le même parcours de n'importe quel doctorant et doctorante, au sens où je suis arrivée ici avec une idée. J'avais mon projet déjà bien fait, bien défini, etc. Mais après, j'ai tout changé. Enfin, j'ai changé d'avis, je ne sais pas combien de fois. Et même pendant la rédaction de ma thèse, j'ai changé d'avis. Et justement, mon directeur de recherche me disait, tiens, basta, il faut conclure. Il ne faut pas trop s'éparpiller, il faut conclure, reste accroché à ton sujet. Oui, non, mais c'est juste que... déjà, moi, je suis quelqu'un comme ça. Et donc, j'avais vraiment l'idée de travailler sur autre chose. D'abord, c'est la représentation du sujet colonisé et de l'autre. Après, j'ai changé d'avis et je m'intéressais un peu plus à la question de la postmodernité, avec des notions de l'identité de Saïd, etc. Mais je savais que ça c'était sûr, ça c'était mon seul ancrage, que j'allais travailler sur Jhumpa Lahiri parce que j'avais lu ses romans, j'avais lu certaines choses et je voyais qu'il y avait plusieurs éléments. En même temps, il y avait aussi plusieurs couches dans son écriture. Donc, j'étais sûre d'aller travailler sur elle. Ensuite, j'avais l'envie de travailler aussi sur Zadie Smith, une autre écrivaine anglaise que, j'ai mis de côté presque tout de suite, c'est Breger, parce que en lisant, relisant plusieurs fois Jhumpa Lahiri, je voyais qu'il y avait d'autres choses très bien cachées. Très bien cachées, mais il n'y avait pas seulement cette couche, disons, enfin, il y avait des choses encore plus cachées, voilà, je dirais. Et ça m'intéressait énormément. J'ai commencé à parler justement avec mon directeur de recherche qui m'a tout de suite dit,
à mon avis, tu devrais lire Antonio d'Alfonso. Antonio d'Alfonso, écrivain d'origine italienne. Il m'a dit, parce qu'à mon avis, ça résonne énormément avec les sujets dont tu me parles. Donc, je m'embarque dans la lecture d'Antonio d'Alfonso. Tout ça devient encore plus clair. Comme ma problématique, je la voyais vraiment se définir encore aussi à l'aide et à l'appui d'un autre écrivain qui est complètement différent de Giunta Lairi de la première. Et ensuite, j'ai décidé justement de reprendre une écrivaine que je connaissais à l'époque, que j'avais déjà lu, une écrivaine italienne, Giunta Lairi, d'origine somalienne, parce que je me souviens que j'ai toujours travaillé dans les domaines du postcolonial et postcolonialisme, et donc j'avais lu Ijab Bashego justement à travers cette approche du postcolonial. Mais je me souviens qu'il y avait aussi des choses qui n'étaient pas vraiment seulement postcolonial, enfin, qu'il y avait de la matière, qu'il y avait quelque chose de différent qui n'était pas encore étudié, qui n'était pas encore dit. Enfin, je me souviens qu'il y avait encore quelque chose. Et donc, j'ai dit, OK, je vais reprendre de nouveau cette lecture. Et justement, je me suis retrouvée avec trois écrivains qui ont un seul point en commun, que c'est justement le fait d'être des enfants d'immigrés. Donc, des filles d'immigrés et des écrivains, bien sûr. Et mais non. Et donc là, j'ai vu que justement mon corpus, ma thèse, ma méthode de littérature comparée, parce que ma thèse est en littérature comparée, et la littérature comparée, c'est surtout une méthode d'approcher la littérature. Donc j'ai dit, OK, d'accord, là, j'ai vraiment une thèse en littérature comparée parce qu'ils écrivent dans 3 langues différentes, ils sont nés dans 3 pays différents, ont des origines complètement différentes. Enfin, c'est vraiment un corpus qui est transcontinental, je dirais, et d'un point de vue linguistique, oui, c'est quand même assez varié. Et sur ça, comment dire, j'ai fait un doctorat justement en Codudel et mon université, ma directrice en France sur certaines choses a été vraiment claire. Comme s'il s'agit d'une thèse en littérature comparée, ça doit être une thèse en littérature comparée. Elle me disait comme. Et donc il faut avoir 3 auteurs, 3 langues différentes, des géographies différentes à comparer. Enfin, l'exercice comparatiste, ça doit être présente et presque parfait. Moi, je me souviens, j'avais ces pressions aussi sur la méthode, disons, complètement comparatiste. Donc, tu as déjà eu la chance parce que le risque de faire une thèse en littérature comparée en France, c'est qu'on demande un contact entre des écrivains, des influences directes. Dans ces cas-là, c'était plutôt sur la méthodologie. Oui, okay. Non, oui, okay. oui, ouais. Et après, après la discussion, etc., elle m'a dit, je suis contente parce que c'est une vraie thèse en littérature comparée. Je dis, OK. Parce qu'Antonio d'Alfonso écrit en anglais et français. Oui. Il n'a jamais rien publié en italien. Non, ben non. Giunta Lairi a écrit en anglais, puis dernièrement a écrit en italien. En italien, même ouais. si c'est pas la langue de ses parents, c'est non, pas la langue pas de ses du langues tout, apprises. Elle est d'origine indienne. Ijab Bashego écrit en italien seulement, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc oui, enfin, l'exercice comparé, c'est là. Mais non, enfin, il n'y avait pas la nécessité d'opérer sur, comment dire, pour l'école des Français, d'opérer sur une zone géographique similaire. Enfin, les points communs, c'est justement le fait que ce sont des écrivains enfants d'immigrés, ce sont des enfants d'immigrés. Ou issus d'une famille d'immigrés. Et pour elle, non, pour elle... Oui, la cohérence de ta thèse est donnée par ton approche théorique et des thématiques que tu vas soulever et analyser à travers l'œuvre. On va revenir sur l'approche thématique, mais une autre question sur ton parcours. Dans la précure du doctorat, qu'est-ce que tu dirais? Pourquoi faire un doctorat? Et pourquoi faire un doctorat entre Paris et Montréal? Alors, pourquoi faire un doctorat? Je ne sais pas. Enfin, ça, c'est une réponse difficile à donner. Bon, mais
Pourquoi faire un doctorat? Je ne sais pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire faites un doctorat pour devenir prof. Enfin, vraiment, non, ça je ne peux pas. Enfin, si vous avez l'envie d'avoir une carrière académique, ces choses-là, non, oubliez tout ça. Comme. Moi, depuis que je suis enfant, je me dis, ah non, parce que moi, je ressens cette vocation de devenir enseignante, non, toute la mission, la vocation, les idées, enfin, l'idéal aussi qui se cache derrière tout ça est encore très fort en moi, mais je dirais que je fais mon doctorat pour moi-même à ce point-là, arriver vraiment à ce point-là. Je ne l'ai pas fait pour... Enfin oui, bien évidemment, j'espère pouvoir poursuivre dans ma carrière académique et voilà, enfin, comme réaliser mes rêves d'enfant. Mais c'est vrai qu'après le doctorat, ou déjà pendant le doctorat, on se contente aussi du fait qu'on a fait un doctorat parce qu'on avait envie de faire un doctorat. Il faut être à l'aise avec ça. Comme dire, ok, peut-être que j'arriverai à la fin de mon doctorat et je vois que je ferai rien avec mon doctorat d'un point de vue vraiment très matériel, même si le matériel, la dimension matérielle ne m'appartient pas dans ma vie, mais dire, bon, j'ai cru faire un doctorat parce que je voulais vraiment avoir cette carrière, voilà, non, un avenir dans le monde des lettres, etc., de la théorie littéraire, etc. Bon, aujourd'hui, je dirais que tout ça, c'est quelque chose qu'on perd pendant le chemin du doctorat, c'est quelque chose qu'on perd pendant la vie, donc j'ai dit, pourquoi faire un doctorat pour se connaître mieux nous-mêmes. Ça a été une expérience impressionnante pour moi. Avec ma thèse, ça aussi, ça vient répondre aussi à l'autre question sur les sujets. J'ai vite fait compris que c'est pas moi qui a choisi les sujets, mais c'est les choisis qui m'a choisi. Ça, c'est mon sujet qui m'a choisi. Et ça m'a permis aussi de me connaître encore plus en profondeur. Parce qu'à un certain moment, je voyais que ma thèse, c'était une autre manière de dialoguer avec moi-même, avec certains aspects de moi-même que je n'avais pas soulevé jusqu'à ce moment-là. Comme à certains moments, j'ai vu ça. Comme mon ordi, ma thèse, c'était mon miroir et j'ai gardé un dialogue avec moi-même. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi faire un doctorat? Faites-le vraiment pour vous-même, pour vous pousser vraiment à la limite, pour vous connaître mieux, pour grandir aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'on gagne énormément de choses. La deuxième partie de la question, c'était pourquoi Paris et Montréal et non Rome, par exemple? Parce qu'il n'y a pas de département en littérature comparée. Parce qu'il n'y a pas, parce que les départements en littérature comparée sont en train de disparaître toujours plus. Et non, oui. Pourquoi entre Montréal et Paris? Ben, je l'ai dit. Enfin, j'ai pris mon master 1 et 2 en France et ici mon doctorat. Parce que j'ai toujours imaginé, justement, quand j'étais en Italie, de terminer mes études ici en Amérique du Nord. Je suis passionnée par la littérature comparée depuis vraiment toute ma vie. Comme j'ai étudié la littérature comparée vraiment depuis mon entrée à l'université, disons. Après un petit parcours en lettres classiques. Et donc j'ai choisi vraiment la littérature comparée. Et à cause du fait qu'il y a deux écoles différentes, qui sont quand même assez différentes, l'école française et l'école nord-américaine, j'avais bien envie de étudier dans les deux systèmes universitaires. Vraiment, parce qu'on dit que la littérature comparée est née en France, mais elle est aussi morte en France et elle est revenue, elle est ressuscitée ici en Amérique du Nord. Donc j'avais bien l'envie d'expérimenter ces deux écoles différentes, ces deux moments et ces deux approches différentes à la littérature comparée. Et c'était hors de question pour moi d'aller aux États-Unis. Et le temps vient de me donner raison. Et j'avais aucune envie d'aller aux États-Unis pour faire un doctorat.
Et Montréal, je connaissais très bien ce département. Et donc, j'ai dit, OK, d'accord, je vais comme faire la Gaududel pour cette raison. Pour rester avec... Et pour un discours aussi pour mon avenir, parce que j'ai un PhD ici, mais j'ai aussi un doctorat en Europe, ce qui me permet de pouvoir postuler en Europe sans trop de problèmes bureaucratiques et administratifs. Je ne savais pas que tu avais une formation aussi en lettres classiques. C'est pour ça Oui. qu'Ovide, de temps en temps, apparaît dans ton texte. C'est la raison Ok. pour laquelle, ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai commencé l'université en faisant lettres classiques en Italie, à Rome, et après un certain... Et j'ai fait un examen de littérature comparée, de théorie et critique littéraire pendant justement mon cursus en lettres classiques. Je suis tombée en amour avec la littérature comparée. J'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai quitté lettres classiques et j'ai commencé en littérature comparée. Je vais formuler une question qu'on pourrait critiquer beaucoup. Donc, prenez-moi avec les pinces, comme on dit en Italie. Quand on lit ta thèse, on a l'idée que tu fais des études postcoloniales sans vraiment les faire. C'est-à-dire qu'il y a une proximité au texte et il y a un cadre théorique très fort. Jamais on a l'impression que tu traites tes auteurs ou ton texte comme des documents. Et tu refuses ce que tu cites être une multicultural fantasy, non? Ouais. De l'hybridité réussie, du tiers-espace comme espace sûr. Et tu élabores plutôt la question du deuil, la question de la transmission, la question d'une perte, Ouais. une perte fantôme qu'on va traiter après. Donc, Oui. qu'est-ce que tu répondrais à cette question qui n'en est pas une? Alors, comme je l'ai dit, moi, je me suis vraiment, j'ai travaillé beaucoup dans les domaines postcolonial. Et par exemple, j'ai écrit ma première thèse en Italie sur Edward Said. Donc, c'est comme un peu mon maître à penser, Edward Said. Donc, c'est aussi un héritage à moi. Justement, on parle d'héritage dans ma thèse, donc c'est aussi un héritage à moi pour moi. Le postcolonialisme, etc. Donc, c'est quelque chose qui a justement, qui est là, qui est d'une manière ou d'une autre présente. Mais en même temps, j'ai fait le choix justement de ne pas m'appuyer sur d'autres démarches, comme on dit dans une thèse, parce que j'avais pas envie justement de tomber dans les discours postcolonial par rapport à ces écrivains. Parce que moi, je voyais... oui, il y en a. Bien évidemment, lorsqu'on parle de Giabashego, les discours postcolonial est tout à fait là. Mais je n'avais pas l'envie, justement, de prendre cette approche. Parce que sinon, justement, on prenait les risques... on était obligé de rester dans le même discours, dans le même processus. Et moi, j'avais besoin de me sentir justement libre et libérée en même temps par certains discours et par une certaine critique. Et ça, je l'ai fait aussi avec, par rapport à mon sujet de recherche, parce que moi j'ai décidé justement de travailler sur les écrits des enfants d'immigrés, donc des écrivains issus d'une famille d'immigrés, où il y a justement de la critique littéraire sur ça, mais je voyais que justement la critique littéraire s'appuyait encore une fois sur les théories postcoloniales et que ne voyait pas vraiment le vrai enjeu de ces écrits. Comme moi, je parle, je sais pas, tout le monde parlait d'hybridité, mais moi, je dis, ben non, désolé, là, on peut parler d'hybridité quand il y a justement cet héritage, quand on peut dire qu'il y a justement une entre-deux. Mais moi, je ne vois pas du tout cet entre-deux. Dans le texte, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, on ne peut pas parler d'hybridité. On ne peut pas vraiment liquider, comme on dit en italien, l'affaire et la question au même discours du tiers-espace et de l'hybridité, parce qu'à mon avis, il y a une perte. Il n'y a pas deux mondes. On ne se trouve pas entre deux mondes réels qui sont en tension.
il y a un monde qui est perdu et qui est fantôme. Donc, il ne peut pas y avoir justement cette hybridité comme aujourd'hui on la divise un peu partout. Donc, oui, là, je suis. Enfin, dans ma thèse, j'ai pris cette décision de prendre une position quand même assez forte sur ça. Que ça ne signifie pas de. Comment dire il n'y a pas une condamne de ton non, côté non, des pas du études tout. postcoloniales, Non, même pas du tout. toute la question de l'identité revient Pas et du tout tout. ça, mais il y a une prise de distance très 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 claire vis-à-vis d'un certain discours d'une égalité, je dirais, entre deux modèles culturels qui vont se rencontrer dans l'individu quand devient Ouais. le représentant. Oui, parce que ça risque aussi d'applatir toute critique, enfin, tout travail, parce que sinon, on a toujours la même thèse où l'on parle de l'hybridité, du deuxième espace, l'attention, etc. Alors que, ben non, désolé, moi je ne voyais pas du tout ça. Et ça signifie, justement, ça ne signifie pas de condamner, au contraire. Enfin, je viens de cette démarche postcoloniale, moi, que je la trouve assez valide, mais pas dans ces cas-là, et pas dans ma thèse. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je voulais, justement. J'imagine que ça dépend aussi où on travaille. Je veux dire, une thèse sur les études postcoloniales en Italie, ça serait complètement pertinente parce qu'on est encore très en arrière dans le travail. Dans les dénis et l'oubli historique. En France, on est entre les deux. Non? Je pense à un texte ou bien suisse de Bayard sur les études postcoloniales, mais sont très présents. Ici, sont nés, ils sont institutionnalisés. Donc, on doit aussi se prendre la liberté de prendre des distances et de refuser certains aspects. Mais c'est vrai que pendant la soutenance, quelqu'un m'avait dit ça. Quelqu'un m'avait dit, tu aurais pu pousser sur les études postcoloniales. Comme quelqu'un m'avait un peu reproché cet aspect, j'ai dit, ben non, c'est un choix. Je n'ai pas voulu le faire, justement. Tu as utilisé les mots liberté. J'ai pris des libertés vis-à-vis. Mais alors que ton texte est en bonne partie sur les Antilles, sur ce qui entre les textes, les personnages, les écrivains. On va revenir sur tout ça. Encore une question sur ton parcours en 3 mots. Maternité, doctorat, immigration. Ouais. Tu peux parler d'une des 3 choses, de les 3 ensemble ou... Ouais. Oui. Bon, migration, déjà. Je suis venue ici en tant qu'étudiante internationale. Mais je dois dire, je suis privilégiée parce que je suis venue ici avec mon copain. Et lui, il avait un permis de travail dans une compagnie ici à Montréal. Et moi, j'étais avec mon visa étudiante. Donc, on a décidé de venir ici avec 2 visas différentes, séparés, pour ne pas... Parce que justement, on ne sait jamais. Moi, je pouvais perdre mon visa et donc, dans ces cas-là, je pouvais justement être en charge à lui, femme à charge à lui et vice-versa. En même temps, si lui, il avait, je sais pas, un problème avec son travail, il aurait pu justement s'appuyer sur mon visa. Donc, on a fait le choix de venir ici avec 2 visas séparés. Et donc, oui, comme tout le monde, j'ai eu des problèmes avec les visas, avec les renouvellements du visa. Ça n'a pas été facile, surtout parce que quand je suis allée pour la première fois au-delà, parce que la première fois, on te donne un visa de 3 ans, mais en 3 ans, on ne termine pas notre doctorat, bien évidemment. Donc, je me souviens justement, mon directeur, chaque fois, je lui demandais de m'écrire ces lettres pour envoyer, que je devais envoyer ces lettres au ministère, justement, pour prolonger mon visa. Donc, chaque fois, c'était vraiment, j'avais l'angoisse de perdre mon visa. Donc, ça a été un peu frustrant, je dirais. Parce que j'ai dû renouveler 2 fois mon visa. Et j'ai participé à plusieurs rencontres organisées même ici à l'UDM. Ils m'ont toujours donné des mauvaises informations parce que moi j'avais droit, par exemple, à faire demande pour la résidence permanente parce que j'étais en couple avec mon copain. Mon copain avait un visa, un permis de travail, pardon. Il avait un permis de travail, il avait le droit justement de présenter sa demande pour avoir une résidence permanente après 2 ans de travail. Mais tout le monde, à moi,
enfin, les bureaux ici de l'Université de Montréal, la représentante du ministère aussi de l'immigration qui est venue ici à l'UDM, m'ont toujours dit que je n'avais pas le droit de présenter ma candidature, ma demande de résidence permanente avec mon copain. Pourquoi? Parce que j'avais un permis d'études. Et donc tout le monde m'a dit, ah non, il faut terminer le doctorat et après vous pouvez présenter votre demande. Et donc, je me suis dit, mon copain me disait, ah non, moi je vais présenter ma demande pour la résidence permanente. Et moi je disais, ben, pas moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas être figurée aussi dans ta demande parce que tout le monde m'a dit ça. Donc, tout le monde m'a toujours donné des mauvaises informations. Et après, on a eu enfin la bonne information. On a appelé le ministère, etc. Ils nous ont donné la bonne information. Donc, mon copain a présenté la demande de résidence permanente et moi, j'ai figuré en tant que personne à charge. Non, je déteste cette histoire d'être à charge de quelqu'un. C'est un truc, c'est un langage administratif, je le trouve vraiment subalterne. On appelle ça en français la carriola, qu'on fait quand on est enfant. Là. Un poids sur l'épaule de quelqu'un. J'ai cette idée de charge que moi je déteste. En tout cas. Et donc, après, lui, il a présenté sa demande de résidence permanente et moi, j'ai pu le faire avec lui et après, je suis venue résidente permanente. Donc, aujourd'hui, je suis aussi citoyenne canadienne, donc heureusement. Donc je parle justement d'une position assez quand même privilégiée. Tu as fait un temps. Hein? Tu as fait un temps. Ouais, ça vient de te faire. Ouais, justement. C'est la première chose. Enfin, je dis, oh, oh, ça va. Je fais un temps, justement. Et donc ça, la migration, bon, bien évidemment, ça n'a pas été toujours facile. Et être aussi dans cette incertitude est-ce que je vais rester, est-ce que je vais avoir un permis de post-diplôme, est-ce que je vais rester ici, je suis obligée de quitter. Quand même, ça, c'est très angoissant, disons, un peu pendant le doctorat jusqu'à la résidence permanente. Et oui, et pendant mon doctorat, bon, pour parler des choses justement qui concernent les femmes et les hommes de notre monde. J'étais en couple, moi j'ai 39, ouais. J'ai 39 ans et je suis en couple et avec mon copain, à un certain moment, il y a l'argument famille qui s'installe. À un certain moment, on commençait à parler d'un projet de vie, d'un projet de famille. Mais pour moi, concilier le doctorat et une grossesse, c'était comme pas du tout possible. Et d'un point de vue économique, d'un point de vue logistique, comme on n'a pas le temps pour pouvoir se consacrer aux deux choses de la même manière. Et donc j'ai toujours pensé, bon, après mon doctorat, je vais voir. Et aujourd'hui, je suis enceinte d'une petite fille, enfant. Et donc, oui, enfant. Enfin, je suis contente, voilà. Et aujourd'hui, justement, je suis enceinte d'une petite fille. Je suis au 6e mois et j'aurais bien évidemment voulu m'embarquer dans ces projets de maternité avant, mais pour moi, ce n'était pas du tout possible de concilier la maternité, grossesse, maternité, famille avec un doctorat. Donc, j'ai préféré terminer mon doctorat et après m'embarquer dans ça. J'ai eu la chance justement de pouvoir le faire. Et oui. Et ça, c'est un peu un problème, je pense, pour nos femmes, parce que oui, par exemple, ici, à l'UDEM, il y a aussi des bourses pour la maternité, mais c'est vrai que ça reste un peu un discours qui est un sujet qui n'est pas trop battu, pas trop interrogé, non? Enfin, pour l'homme, ça va. Il y a... Mais pour les femmes, justement, enfin, le fait de pouvoir se consacrer au doctorat et se consacrer à la famille, je le trouve encore un tabou. Voilà. Je le trouve encore quelque chose de trop difficile, de presque inconciliable. Après, bien évidemment, enfin, on peut faire le doctorat de manière différente. Moi, j'ai
j'écris une thèse monstre, énorme. Ça m'a pris plusieurs années, mon doctorat. Moi, je suis arrivée jusqu'à la 7e année, 7 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, ouais, ça a aidé. Ça a aidé longuement mon doctorat. Ça n'a pas aidé un doctorat vite fait en 4 ans, 5 ans. Il y a eu des séjours de recherche, des cherches des cours entre-temps, la vie, le travail, plusieurs choses. Donc, pour moi, bon, j'avais bien l'envie aussi de terminer mon doctorat et donc penser d'avoir un enfant pendant mon doctorat, c'est comme si je voyais mon doctorat vraiment s'éloigner encore plus. Alors que ce n'était pas mon projet de vie principal, le doctorat. Mais ça risquait justement de le devenir. Et donc, ouais. J'ai eu une collègue, une autre doctorante, elle aussi, on parlait justement de la question maternité. Et elle aussi, je me souviens, elle m'a dit non, Valentina, elle aussi, elle ne pouvait pas, elle était d'accord avec moi, doctorat et maternité, c'était presque inconciliable. C'était quelque chose que... C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre, voilà. Et donc, je me souviens qu'elle aussi, elle avait fait ses calculs. Elle est arrivée justement au jour de la soutenance enceinte au 4e mois. Elle avait fait tous ses calculs justement parce qu'elle disait non, on ne peut pas le faire. Et c'est un dommage parce qu'on est en train de se priver de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais oui. Merci beaucoup. Parce que tu avais dit qu'on pouvait intervenir en même temps. Mais oui. J'aimais bien que tu aies dit aussi doctorat, maternité et migration. Parce qu'en même temps, c'est comme un autre enjeu. Tu n'as pas nécessairement la famille ici. Tu dois penser aussi au loyer. Tu n'as pas comme la façon de tes parents, peut-être. Alors, c'est comme. J'ai incorporé aussi le fait d'être en migration, doctorat et maternité. Ça peut être non, ça c'est un de ces variables. Et surtout, je suis devenue aussi un peu l'objet de ma thèse en ce moment. Parce que j'ai tout dit justement sur les enfants d'immigrés, donc là je suis en train de d'avoir un enfant. Donc ça va être intéressant voir les enjeux de la langue maternelle, par exemple. Merci beaucoup de répondre à des questions très très concrètes et très personnelles aussi. On s'est parlé avant, je ne sais pas que je vais l'interroger sur des aspects si privés que ça sans l'avoir consulté. Elle était d'accord pour adresser cette question. Donc merci. Passons à ta thèse. Il y a ce que moi je vois être vraiment le cœur de la question, c'est-à-dire une perte qui n'est pas simplement une perte, mais une perte fantôme, une perte héritée, et la corporité du texte comme lieu où reconstruire une patrie qu'on n'a jamais connue. Est-ce que tu pourrais discuter un peu cette question que je pense traverse? Oui, c'est un peu justement comme on disait avec Cochrane, ma problématique, l'hypothèse de recherche. Donc, dans ma thèse, je vais le dire vraiment de manière très académique, je fais cette hypothèse. Je fais l'hypothèse que les enfants d'immigrés, les écrivains surtout dans des morts corpus, mais pas seulement, ils héritent une perte. Au lieu, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'hybridité, parce qu'on parle d'hybridité quand il y a deux mondes qui sont là, qui sont réels, qui sont concrets. Et donc, il y a un peu de... C'est un peu un... moi, je vais vraiment dans d'autres discours, parce que je dis que le monde, disons, originaire de la famille, etc., est perdu déjà par la première génération, et que les enfants vont hériter cette perte paradoxale, parce qu'on parle de perte seulement lorsqu'il y a une possession. On a quelque chose et après on le perd. Non, ce n'est pas ce cas, ou au moins le cas de la deuxième génération, même moi je l'appelle deuxième génération, mais pas deuxième génération des migrants, mais comme post-perte, post-migration, c'est un peu ça l'idée. Et donc, la deuxième génération, justement, hérite une perte qui est paradoxale, parce qu'on parle de quelque chose qu'on n'a jamais connu, qu'on n'a jamais eu.
Je fais un peu, j'ose justement dire ça. Et c'est une perte fantôme parce que c'est une perte qui concerne justement quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu, quelque chose qu'on n'a jamais vraiment possédé. Et en même temps, c'est fantôme parce que hante cette écriture. L'écriture justement de mes écrivains et des enfants d'immigrés. Et donc toute l'écriture, tout le processus justement d'écriture devient presque un travail de deuil. Parce que la chose la plus évidente pour moi, ça a été que ce texte sont des textes de deuil, où il y a justement cette élégie d'un monde qui est perdu, d'un monde qui est déploré aussi. Et c'est un monde qu'ils ne connaissent pas à la base. Donc le texte littéraire devient, oui, le lieu où recréer, mais pas vraiment recréer, presque s'effigurer ce monde originel. Et quand je parle du monde originel, je ne parle pas seulement du pays. Attention, je parle aussi de la culture et surtout de la langue maternelle. Parce que, justement, dans ma thèse, j'ai dit qu'ils perdent. Ils sont dans la perte d'une langue maternelle, dans l'élégie d'une langue maternelle, dans le deuil de cette langue. Ils n'ont pas une langue maternelle réelle. Ça, c'est la raison pour laquelle Antonio D'Alfonso ne veut pas écrire en italien, Jhumpa Lahiri en bengali, Djabashego en somali. Enfin, la deuxième génération n'écrit jamais dans la langue maternelle parce qu'ils ne la laissent pas. À la base, c'est une agonie qu'ils héritent presque de leurs parents. Donc, c'est une agonie de la langue. Et donc, oui, et le texte, l'écriture devient quelque chose pour donner une forme, pour tracer un peu le périmètre de cette perte qui est extrêmement difficile à se figurer aussi pour eux-mêmes. Mais il y a justement cet aspect fantôme, il y a cette hantise qui est continue dans le texte de ces écrivains. Donc c'est pour ça que moi je ne peux pas parler d'hybridité. Je ne peux pas dire, ils sont entre deux mondes concrets et ils peuvent justement incarner de tiers espaces. Ben non, il n'y a pas ce monde-là. Il n'y a pas du tout. Le monde originel n'est pas présent. Où il est présent sur le mode de l'absence et de l'hantise. Parce qu'il y a ça, on parle de ce type de présence fantomique, vraiment, dans les textes de la deuxième génération. Donc, je suis ce que tu dis et ton raisonnement, parce que tu travailles beaucoup sur la question du domicile. La familiarité, écrire de la famille comme récupération, reconstruction et aussi maîtrise de cet espace perdu. Et je me demande si ça ne serait pas une façon de reconstruire cet espace tierce. Parce que oui, pour les parents, il y a une réalité perdue et une réalité acquise. Donc il y a effectivement deux réalités qui coexistent dans leur domicile. Et l'invention, la réécriture de cet espace familier, ça ne pourrait pas être une domestication de ces fantômes? Oui, bien sûr. Oui, énormément. Oui, mais c'est une sorte de domestication et de cette perte fantôme, et pas vraiment de la... Enfin, le monde perdu, l'origine perdue est extrêmement idéalisée et l'écriture justement de la famille devient une manière aussi pour exorciser cette perte et cette ambiance familiale qui, moi, je dis dans ma thèse, est pleine de fantômes, est affolée de fantômes, parce que c'est ça aussi l'image qu'ils donnent de leur famille comme un lieu où il y a plusieurs fantômes, justement. C'est un lieu d'aliénation, c'est un lieu justement de perte et de transmission de la perte. Donc oui, l'écriture de la famille intervient comme stratégie, moi je dis vraiment de symbolisation aussi au sens psychanalytique, pour donner forme et élaborer cette transmission et cet héritage paradoxal qui est négatif, parce qu'ils héritent quelque chose, ils héritent comme une tare, ils héritent comme quelque chose qui n'est pas là.
On parlait des familles, là tu parlais des symbolisations dans le sens psychanalytique. On peut dire que les cadres théoriques de ta thèse est la psychanalyse, Oui. tu regardes beaucoup sur la question de la migration aussi. Donc, oui, parce que lorsqu'on parle de deuil, ça me semblait tout à fait évident. En te lisant, j'avais l'impression que pour toi, c'était moi une grille d'analyse qui est vraiment une fabrique à idées. C'est-à-dire que tu prends les concepts de la psychanalyse pour après aller à lire les textes et retrouver dans les textes certaines analyses qui ont été faites à travers cette matière. En même temps, tu travailles souvent avec des personnes qui ont été assez périphériques dans le monde de la psychanalyse. Tu même sûrement en parlant de Torok. Nicolas Abram, Maria Torok. Tu dis c'est des personnes qu'aujourd'hui on peut réévaluer, mais justement parce qu'ils n'étaient pas considérés des vrais psychanalystes à l'époque. Bon, ce ne sont pas des théories. Bon, lui, je pense qu'il n'a même pas pris le titre de psychanalyste parce qu'il avait pas mal de problèmes avec la société des psychanalystes de Paris, Nicolas Abram. Mais en tout cas, j'ai pris la psychanalyse, je l'ai dit aussi, pour sa richesse aussi en images et imagerie. Parce que justement, c'est impressionnant de voir comment certaines images aussi qu'on a dans le texte de Maria Torok et Nicolas Abram, liées justement à cette histoire de la perte, cette histoire de la transmission, de l'héritage. Ces mondes de fantômes, comme on les retrouve aussi dans nos textes. Donc oui, j'ai pris vraiment la psychanalyse pas comme une doctrine, un dogma, quelque chose d'extrêmement dogmatique, voilà, à respecter dans ma thèse. Justement, j'ai fait un peu l'usage que j'en voulu faire. En sachant que ça pouvait justement poser des problèmes d'un point de vue de la soutenance, de la commission, parce que pas tout le monde est à l'aise avec la psychanalyse, avec l'usage en général de la psychanalyse. En littérature, au contraire, c'est un peu les demandes de la théorie de la littérature comparée. Parfois, la psychanalyse encore, malheureusement, je répète. Mais oui, enfin, ça n'était pas un usage justement strict et assez dogmatique, voilà, je dirais, de la psychanalyse. Au contraire, je me suis vraiment servi aussi, oui, de ces réseaux d'images, de cette imagerie de la psychanalyse, pour ne pas... Ouais. Et bien évidemment, des figures qui sont aussi entre la psychanalyse et la littérature. Par exemple, Christève, là, je vais faire un exemple, non? Comme André Green, parce que parfois on trouve, je ne vais pas revenir sur les liens entre la psychanalyse et la littérature, mais on trouve parfois justement des textes des psychanalystes qui sont très intéressants, ils sont pleins d'images qu'on retrouve justement dans la littérature, qu'on peut utiliser d'une manière quand même adéquate aussi, enfin appropriée dans l'analyse d'un texte. Et ça, là, je me suis vraiment amusée. À un certain moment, j'ai eu un coup. Là, quand on parle justement d'Odyssée solidaire, j'étais tellement, comment dire, hantée par mes personnages, mes écrivains. Comme justement, enfin, les personnages de mes romans et les écrivains de Morcurpus sont devenus comme mes meilleurs amis. J'étais tout le temps en dialogue avec eux. Je me souviens de mon directeur qui m'avait dit « Ah non, mais la thèse, ça va être comme une pièce de théâtre. Et tu joues avec tes personnages, non? Tu joues avec c'est toi qui décides justement de les faire rentrer sur scène, hein, tes personnages, tes écrivains. » Il m'avait donné cette image. Sauf que ce n'était pas limité seulement à ma thèse, mais même à mon studio où j'écrivais ma thèse. Comme on était au théâtre et je voyais mes écrivains, je dialoguais avec eux tout le temps. Et à certains moments, j'avais justement ce texte, L'écorce et les noyaux de Torok Abram, qui était l'un de mes textes, justement, de mon corpus théorique. Et à un certain moment, j'ai réalisé que l'une de mes écrivaines, Jhumpa Lahiri, faisait elle gardait un lien intertextuel avec ces textes.
Et à un certain moment, j'ai dit, OK, là je pense avoir un problème parce que je vois des choses qui ne sont pas là. J'étais convaincue de ça parce que j'étais tellement à fond dans mon sujet que j'ai dit, OK, je les vois partout. Euh, ça, c'est un peu le risque, non? Aussi, ça c'est l'Odyssée solitaire. Je disais, ah non, ça, je les vois partout, c'est pas possible. Et donc, je lisais des choses et je disais, mais non, attends, cette image, je l'ai vue déjà dans mon livre. Et j'essayais justement de comparer les passages de cette écrivaine et les passages de mon texte théorique. Et à un certain moment, mais je suis restée plusieurs semaines à m'interroger sur cette possibilité. Si c'était moi qui voyais ce lien ou si le lien intertextuel était vraiment là. Comme j'ai eu peur à un certain moment parce que j'ai perdu la lucidité. J'étais convaincue de ça. À un certain moment, je disais, c'est pas normal. Enfin, ça peut pas être une coïncidence comme... C'est dans quel moment que tu as pu être sûr que Jhumpa Lahiri avait lu? Et j'étais après, donc, Madès compte 3 parties. C'était pendant la rédaction du personnage maternel. Donc, j'avais écrit déjà la moitié de Madès. Mais c'était une analyse d'intertextualité? Tu as mis à côté du texte et tu as trouvé évidemment? Non, je suis allée aussi plus loin. Je suis allée plus loin parce que j'ai consulté aussi le texte de Gorce et les noyaux en anglais. Parce que j'ai dit, bon, peut-être que Jhumpa Lahiri ne parle pas le français, ne peut pas lire le français, donc je vais voir le texte en anglais, parce que si elle a lu le texte, elle l'a lu en anglais. Et je suis allée justement confronter le texte en anglais avec le texte de Jhumpa Lahiri, et là, à un certain moment, je voyais qu'il y avait le même mot. Comme elle gardait un lien intertextuel vraiment très, très, très caché. Et je disais, ok, est-ce que je suis folle ou pas? Je me souviens, j'ai essayé parfois de raconter ces choses à mon copain qui me regardait. Parce que je sortais de mon studio, je fumais une cigarette et je réfléchissais tout le temps à ça. Et il me regardait et moi j'avais comme les yeux. Et t'as jamais pensé d'appeler? Je veux dire, les trois sont vivantes. Non, j'ai jamais voulu rentrer en contact. Non. Okay, Je me souviens, mon directeur m'avait proposé de rencontrer Antonio D'Alfonso, mon directeur qui est là. Et il m'avait proposé de rencontrer Antonio D'Alfonso. Mais tu sais que moi, j'ai jamais voulu le rencontrer parce qu'à mon avis, c'est l'œuvre qui parle. Déjà, les artistes, ça c'est mon idée personnelle, les artistes disent pas mal de mensonges. Enfin, ce sont des gens qui... Ça c'est mon idée. C'est leur travail, je veux dire, ils écrivent de la fiction. Donc, jamais poser une question à un artiste parce qu'il ne te répondra jamais vraiment. Non, mais ils ont droit aussi à cette opacité de la personne, non? Donc... et pour moi, c'est le texte qui parle. Donc, je n'ai jamais vraiment voulu les rencontrer parce que c'est le texte qui parle. Je n'ai pas besoin de les rencontrer pour confirmer mes idées. Tu peux m'envoyer une photo de ta librairie, de ta bibliothèque à la maison pour checker ce que tu as lu? Pour moi, c'est ça, ouais. Comme, je ne voulais pas rentrer. Quand j'ai sauté quelques questions pour respecter un peu le temps qui coule, mais quand tu parles de transmission, au mieux, quand tes écrivains parlent de transmission, la mise en texte de la transmission, ça se fait comment? Ça se fait par récit, ça se fait par des objets qui passent d'une génération à l'autre, ça se fait par une transmission d'émotions, d'état d'âme. Non, c'est très large cette question. Je peux être plus précis. Le deuil intergénérationnel. Ouais. Ça peut se transmettre à travers plusieurs médiums. Ouais. Et peut-être plusieurs médiums en même temps. Ouais. Dans une relation qui est continuelle c'est et dans qui les est liens. complexe. Ouais, c'est dans les liens. Donc tout ce qui concerne les liens, disons. Dans ces cas-là, les liens filiaux. Les liens filiales. Ça, dans la vraie vie, je veux dire, c'est ça. Ouais. Mais dans la fiction, dans les fictions que tu as lues, est-ce qu'il y avait un moyen de figurer cette transmission qui était plus présente que d'autres? Par exemple, la mise en récit du récit du père ou de la mère qui raconte. Ben non, il y avait plusieurs, comment dire, il y avait plusieurs
moyen de faire effleurer, voilà, disons, cette transmission dans les textes. Enfin, c'était pas seulement, par exemple, d'un point de vue vraiment du contenu de la fiction des personnages, de la mise en texte aussi, de la mise en scène aussi des personnages et donc des relations entre les personnages, surtout entre les mères, le père, donc les parents et les enfants. Donc il y avait déjà ça, qui était quand même assez évidente pour moi, mais c'était aussi vraiment dans la langue, dans des questions qui concernent plutôt, je dirais, l'esthétique de l'écrivain. Donc vraiment dans l'écriture, dans la langue, dans le choix de certains sujets, dans le choix de certains mots même, et d'images, qu'il s'est passé qu'on voyait justement cette transmission qui est à l'œuvre dans leur texte. Même dans la façon de s'effigurer ou ne pas s'effigurer les mondes d'origine, par exemple. Ça, c'est une autre chose qui m'a assez frappée. C'était toujours... l'idéalisation, je dirais, la représentation même du pays perdu, enfin, des origines perdues, c'était toujours lié à des images assez fortes. Et ça a été quelque chose de bizarre de les retrouver. Par exemple, la même image du cadavre chez les trois écrivains, comme il y avait vraiment des patterns, je dirais, des images assez récurrentes chez les trois, même s'ils partagent presque rien. Enfin, s'ils ne sont pas vraiment de points en commun. C'était vraiment, oui, ça c'était vraiment un peu frappant. Donc, d'un point de vue du contenu, oui, on voyait cette transmission à l'œuvre, aussi dans la reproduction, si l'on veut, d'un pattern familial. Parce que dans les œuvres, j'aime pas parler de auto-représentation, mais dans justement les écrivains dans les textes, dans les œuvres des écrivains de la deuxième génération, on voit presque toujours cette famille d'immigrés et des enfants d'immigrés qui suivent justement presque toujours le même pattern. Donc, et là, bien évidemment, je n'ai pas envie de parler d'une auto-représentation, mais on écrit toujours des choses qu'on connaît, des choses de nos expériences, à partir de nos expériences. Donc là, il y avait aussi une façon de voir la famille qui était différente, par exemple, dans notre typologie, voilà, je dirais, d'écrivains. Donc, ce type de transmission, oui, on les voyait dans les contenus, justement, dans les gestes, voilà, disons, des personnages, dans la posture des personnages, dans le lien, comment les liens ont été présentés, les liens filiales, mais on les voyait vraiment, je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment dans l'écriture même, du lieu d'origine, de la langue, du rapport à la langue, par exemple. Okay. Donc, là, on voyait le deuil. Oui. Et la transmission. Et la transmission de ce deuil, justement. La transmission de ce deuil, tu as déjà symbolisé. Oui. Ok. On parlait et la famille qui devient vraiment presque une... Enfin, moi, j'ai dédié la deuxième partie de ma thèse à l'analyse du personnage paternel et du personnage maternel. Et dans l'écriture, par exemple, du personnage maternel, on voit vraiment comment la mère, le personnage maternel, n'est qu'une allégorie, bon, ça peut être assez banal, l'allégorie de la matrie, de la matrie, la patrie, la matrie au sens de la terre, de la mer, justement, de l'origine de la mer. Donc on voit très bien que derrière l'écriture de la mer se cache justement cette intimité à cette matrice, justement, cette intimité du lien au monde perdu. On le voit, ça c'est... on voit les mers toujours de la même manière. De matrie fantôme ou de mère morte. Ouais, justement, parce qu'on voit toujours le personnage de la mère qui est presque toujours la même, toujours une mère
qui est en deuil, une mère qui ne parle pas, une mère qui est silencieuse, est une mère que là, bon, on voit toutes les implications aussi avec la langue maternelle. Bien sûr, une mère qui ne parle pas, c'est une mère qui ne transmet pas la langue maternelle. Donc, c'est une mère qui sait s'adapter. C'est une distinction que tu fais ouais, dans la représentation du personnage masculin et féminin. Plus que le personnage paternel, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup, beaucoup au niveau théorique. Le travail que tu as fait sur utiliser la relation opidienne, les pères séparateurs, mais les pères séparateurs à la culture d'origine. Oui. Le père, c'est celui qui a choisi de couper les liens avec sa famille, mais sa terre aussi. Et donc, c'est cette adaptation de la théorie du triangle sur une relation à la culture. Est-ce que tu voudrais parce que développer? Voilà, ça c'est une autre idée de comment j'ai utilisé justement, je me suis servi justement de la psychanalyse grâce à la liberté qui m'a été donnée. mais oui, justement, dans ma thèse, je fais les liens entre les personnages de la mère, non? Et je dis que la mère, justement, c'est la mère matrie. Donc, derrière cette image de la mère, on a, on a la matrie, donc les pays d'origine. Et en même temps, je parle du lien fusionnel qu'il y a entre la mère et l'enfant. Ça, c'est vraiment le classique, enfin, des notions de la psychanalyse. Donc, il y a ces liens justement fusionnels entre la mère et l'enfant, et dans le cas de nos textes, de nos écrivains, il y a le lien fusionnel entre la maîtrise, donc le pays d'origine, et l'écrivain qui a été rompu, qui a été à un certain moment cassé justement à cause de la migration des parents. Et nos écrivains sont... ils déplorent justement cette rupture du lien. Et dans la psychanalyse nous apprend justement qu'il y a la mère qui a ce lien fusionnel avec l'enfant, et à un certain moment il y a l'intervenant du père qu'on appelle le tiers séparateur, qui vient casser cette fusion, ce lien fusionnel entre l'enfant et la mère. Pourquoi? Parce que ça doit permettre aussi l'autonomie de l'enfant, l'émancipation. Et c'est là justement qu'arrive la langue. La langue, on l'appelle langue maternelle, mais en effet on pourrait l'appeler langue paternelle parce que c'est le père qui est porteur de cette langue. Parce que dans le lien fusionnel, le mère et l'enfant communiquent d'une manière différente. La langue intervient justement dans le monde de l'enfant pour pouvoir communiquer avec la société, avec le père, avec les autres. Et donc il y a cette figure justement qui porte l'autonomie et qui est celle du père et qui est le tiers séparateur. Et j'ai fait cette correspondance, on pourrait dire, avec les personnages du père, parce que dans les personnages du père, dans les écrits de la deuxième génération, c'est les personnages qui, d'une manière ou d'une autre, est le responsable du crime migratoire. Parce que c'est toujours le père qui décide justement d'opérer cette séparation entre la matrie, le pays d'origine, et l'enfant et la deuxième génération. Et donc oui, je fais cette correspondance entre cette théorie psychanalytique du père en tant que tiers séparateur entre de la dyade mère-enfant, et en même temps le père en tant que tiers séparateur, au sens qu'il est responsable justement de ces crimes parce qu'il coupe la deuxième génération de ses origines. Et le père justement devient presque, enfin le personnage du père devient presque une manière pour accuser aussi, dénoncer aussi les mondes d'aujourd'hui. Enfin, remettre un peu en discussion aussi la migration économique. C'est un peu ça. On voit ce type de regret aussi dans le texte de la deuxième génération, comme presque une sorte de reproche, je dirais, aux parents
pourquoi vous avez décidé de migrer? Pourquoi vous avez interrompu cette diade que j'aurais eu pour avoir avec mon pays d'origine? Donc, il y a aussi un peu ces reproches, il y a aussi un peu cette amertume. Pourquoi? Parce que la coupure de cette diade n'a permis de pouvoir se sentir, comment dire, à obliger justement cette génération à être fragmentée de base, à ne pas pouvoir avoir une seule langue, par exemple. Enfin, ils ont manqué cette occasion de se sentir d'une manière ou d'une autre plus cohérent, plus organique. Voilà. Encore plus partie d'une totalité. Je pense Ouais. que c'est dans la théorie psychanalytique. Et Ouais, dans l'adaptation, oui, contexte oui. migratoire, c'est ça. C'est la perte de totalité et la conquête du monde. Ouais. La rentrée du monde dans moi, je parle justement du deuil du potentiel. Enfin, ils doivent... Enfin, les écrivains font justement ce deuil du potentiel. Et le potentiel, c'est justement cette intégrité qui a été... dont ils ont été privés, justement. Enfin, ils n'ont pas eu droit, voilà, à cette intégrité, justement, et donc ils doivent faire le deuil du potentiel, de qu'est-ce qu'ils ont pu, de qu'est-ce qu'ils ont pu être. Enfin, ça, je me suis trompée. Voilà. En même temps, ça reste fantomique. Ouais, c'est une totalité inexistante, mais c'est une totalité qui permet... Ouais, mais c'est paradoxal parce que justement, on ne l'a jamais eu, et donc... Oui. Jamais eu et n'aurait jamais pu l'avoir non plus. Est-ce que vous avez des questions pour Valentina? Je regarde l'heure, je vois que... Une question qui vient de m'apparaître dans la dernière minute, mais parce que, bon, de ce que vous venez de discuter, la totalité, tout ça, je pensais au lien qui est souvent fait justement entre la venue à l'écriture et l'exil. Il y a quand même beaucoup un lien entre la perte et je pense à plusieurs personnes, là j'ai juste Nancy Houston dans ma tête, mais la perte d'une langue maternelle, la perte d'une matrie, peu importe, est ce qui réveille la vocation d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais exploré? Est-ce que c'est une piste qui n'a pas trop de lien? Non, j'ai dit que justement, leur écriture, c'est un travail d'écriture. Enfin, au sens que... Enfin, je vais correspondre justement à la notion de travail du deuil avec le travail de l'écriture, parce qu'on voit que l'écriture, justement, devient une stratégie de symbolisation, d'élaboration. Enfin, qu'il y a plusieurs... je découvre plusieurs tâches, je dirais même, l'écriture pour... Enfin, dans ces cas-là, dans les cas de la deuxième génération, ça devient vraiment... Je ne fais pas les discours classiques, c'est cathartique. Non, ça devient vraiment un moyen d'élaboration. Et c'est un travail au sens que ce plan de souffrance, c'est pas quelque chose que... Enfin, il y a, oui, le geste créatif, etc., mais c'est vraiment aussi plein de souffrance. Enfin, on voit cette souffrance justement dans l'écriture. Donc oui, le rôle de l'écriture, c'est vraiment celle de symboliser, donner forme à cette perte qui n'a pas de forme. Et on le voit parce qu'on voit vraiment des textes quand même assez hantés. Et on voit justement cette douleur qui accompagne l'écriture de l'écrivain. Ouais, c'est ça. Comme s'il y avait toujours un vide vers lequel on tend, mais qui justement qu'on essaye, toujours, qui est toujours en train d'être rempli. Oui, non, c'est comme vraiment s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à trop se figurer, et à travers l'écriture, on essaye de lui donner une forme, de donner aussi un corps. Moi, je parle énormément de la corporalité du texte, au sens que grâce et à travers l'écriture, il essaye justement de donner, moi je dis forme et chair à cette perte. Enfin, ça devient aussi une sorte d'auto-analyse, enfin même pour l'écrivain, de figuration pour l'écrivain, pour comprendre justement cette perte, se figurer cette perte, l'imaginer, la mettre sur papier, justement voir un peu, créer cette périmètre, lui donner chair, enfin de la chair à quelque chose qui est extrêmement
fouillant et qui est extrêmement fantomique, justement. Donc on voit ça, on voit ces résultats. Bon, on ne lève pas la main. J'étais curieuse de savoir jusqu'à où tu arrives la remise en cause du concept de l'hybridité, que je trouve très intéressant, parce que c'est vrai que souvent, on va l'appliquer soit aux écrivains migrants, qui sont porteurs aussi de demandes, qui sont dans un entre-deux, mais là aussi, il y a la perte. Ou tu penses que c'est plus légitime de parler dans une première génération d'hybridité? Sinon, on l'utilise souvent on l'utilise comme plus réussi et plus heureuse dans la deuxième génération parce que cette perte est plus et moins matérielle. C'est comme tu dis, une perte potentielle. Mais alors, est-ce que pour toi, l'hybridité, le concept d'hybridité avec ce sens de deux mondes qui se rencontrent, qui vont produire cet espace, doit être remis en cause dans toute la littérature migrante ou il y a des cas où il est vraiment utile encore? Oui, moi je ne suis pas dans la condamnation a priori de l'hybridité de ce type de discours. Mais je trouve que lorsqu'il y a justement une perte, il faut tout d'abord parler de deuil et après si on arrive à reconstruire quelque chose ou s'il y a vraiment des traces, des vestiges, alors peut-être on pourrait parler d'hybridité. C'est juste que quand je lisais, quand je faisais justement mes recherches, je voyais que la critique littéraire avait peut-être un peu trop utilisé ce type de notion et qu'il ne voyait pas la souffrance. Moi, je parle justement de cette fantaisie multiculturelle parce que normalement, on parle de l'hybridité comme quelque chose justement de positif, d'un résultat quand même assez carnévalesque, je dirais même parfois, non? Dans les textes de la deuxième génération de la littérature migrante, sans voir quelles sont vraiment les souffrances qui se cachent derrière ce texte. Bon, moi, je préfère regarder peut-être les souffrances, pas les choses positives, ou carnévalesques. C'est possible à condition qu'il y a eu ce processus de deuil. Ben oui, dans certains textes, il me semble extrêmement évident qu'il y a de la souffrance, qu'il y a une perte, qu'il y a justement l'élaboration d'une perte avant tout. On ne peut pas prendre dire, ok, bon, il est comme ça, il est dans cette hybridité. Il a deux cultures, ça veut dire hybridité. Oui, et voilà, et c'est fini. Ben non, pas du tout. La migration vient avec un héritage. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Bien évidemment, il ne faut pas pathologiser le texte, les écrivains migrants. Ça, me semble évident. Mais regarder un peu plus en profondeur pour voir qu'il y a justement qu'il y a des souffrances, il y a une perte, qu'il y a un deuil, il y a vraiment... Parfois, c'est même pas l'idéalisation d'un territoire perdu, c'est vraiment presque une élégie d'un territoire perdu. C'est vraiment... Donc, oui, après on peut dire que la migration c'est toujours quelque chose de magnifique, mais il faut voir un peu derrière aussi l'histoire humaine. Il y avait un théoricien que j'utilisais qui disait « regardons ce corps diasporique », comme regardant ces personnages, mais en général les migrants, etc., les sujets diasporiques, il disait regardons le corps justement de ces hommes et de ces femmes migrantes, parce que ce ne sont pas des corps qui sont, comment dire, pas toujours en santé, mais on voit justement le vécu, les épreuves justement sous ces corps, sous ces gens-là. Donc, je ne peux pas remettre en question tout le système théorique lié derrière le diarespace, l'hybridité et le métissage, etc. Mais voilà, je ferai un peu attention à les utiliser. Ça me semble très remarquable ce travail que tu as fait parce que je pense qu'on traite maintenant avec ce problème que la théorie précède le texte et on va déjà arriver au corpus avec les idées préconçues. Alors pour moi, ça c'est vraiment le travail littéraire, même avec toute la théorie qui te dit tu dois lire dans cette direction, avoir ce dialogue intime, solitaire dans cette odyssée avec les textes et dire non, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est comme la raison, c'est comme ça devrait être cette idée littéraire et on n'est pas toujours capable de le faire. Alors je te remercie pour ça. Même, je pense plus loin que ça parce qu'on commence à avoir une génération d'écrivains
qui sont formés par la théorie postcoloniale. Et commencent et qui écrivent des tests postcoloniaux. Déjà qui ont vraiment analysé avec ces lunettes-là. Exactement, sont prêts à être consommés comme avant, avec toute la théorie post-structuraliste et tout ça. On commençait à produire des textes qui pouvaient être... Une question de mon examen de théorie du bac, c'est comme expliquer comment ça se passe s'il y a des textes mentionnés écrits déjà influencés par la théorie parce que ça se passe, c'est un peu... Mais c'est vrai qu'un certain héritage sort même si ce texte on est écrit en suivant justement les démarches théoriques, au sens que, par exemple, ça c'est un peu le texte de Giabbashego. Et Giabbashego, à un certain moment, il a décidé d'écrire une trilogie sur le colonialisme italien en Somalie. Et le texte le texte justement de Giabbashego est très ancré dans le postcolonialisme. Là, c'était vraiment le grand défi de ne pas utiliser le postcolonialisme, mais c'est très postcolonial ce texte. On le voit aussi qu'elle a écrit en gardant à l'esprit peut-être ces contre-récits, cette narration justement postcoloniale. Mais, comment dire, le génie de l'artiste est toujours là. Même si on l'écrit en essayant de respecter justement la théorie, on voit qu'il y a quelque chose qui échappe à ces contrôles. Donc c'est là qu'il faut aller chercher. Qu'il faut vraiment aller chercher. Elle crée à un certain moment une sorte pour renforcer justement la souffrance du colonialisme, elle crée dans son roman un parallèle avec elle crée ce parallèle entre la dictature en Somalie de Siad Barre et la dictature militaire en Argentine. Elle crée ce parallèle dans son roman. Mais lorsqu'on voit justement qu'elle sort de l'espace somalien postcolonial, le colonialisme, etc., elle écrit les pages dédiées à la dictature argentine de Videla, etc., là on voit vraiment le deuil de la patrie. Donc, je ne sais pas comment le dire. L'artiste parle, l'écrivain parle. Donc, même si ils essayent de suivre, je ne sais pas, un courant qui est à la mode en ce moment, dans le pli du texte, on peut justement trouver aussi encore de la matière, de la fibre sur laquelle travailler. Ça, et on la voit. Enfin, ça prend du temps. Mais oui, mais... Comme moi, un chef en cuisine, en suivant une recette, c'est pas le même résultat. C'est la même chose entre écrivains différents. Ouais. Des fois, ils suivent les recettes, mais... Ouais. C'est une très belle analogie. Ouais, non, mais on peut, voilà, oui, chercher justement dans les plis du texte, enfin, et dire, ah, voilà, ça c'est quand même intéressant, ça c'est quelque chose qui est un peu différent, non? Donc, interroger cet aspect-là. J'ai conclu notre rencontre avec une deuxième question beaucoup plus légère. J'aime parler avec les personnes, les alumnes, les personnes qui ont fini leur doctorat, parce qu'ils me parlent tous d'un symptôme différent. J'ai fini mon doctorat et j'ai dormi 36 heures. J'ai recommencé à fumer, je me suis inscrit au gym. Il y a plein de choses différentes qui se passent jusqu'après le doctorat. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dans les premiers mois après le doctorat? Moi, j'ai travaillé énormément. Oui. Parce que justement, j'avais mis en pause mes cours d'italien à l'extérieur d'ici, de l'université, justement pour me dédier à la rédaction de la thèse. Et justement, j'avais ma coordonnatrice des cours de l'Institut qui m'a dit, là que tu as terminé le doctorat, Valentina, est-ce que je peux te donner tous les cours qui sont restés sans prof? Oui, d'accord. Donc, j'ai terminé vraiment mon doctorat et j'ai commencé à travailler d'une manière vraiment comme une folle. Et je me souviens que tout le monde me disait, ah là, maintenant, tu vas avoir le deuil de la thèse. Ils m'ont dit, le vide de la thèse. Tu vas voir comme le bleu, la dépression post-thèse, post-soutenance, parce que David... Non, c'est pas vrai. Ok, alors c'est travailler là. Dans mon cas, j'ai même pas profité
de la période justement après la soutenance pour me reposer, faire quelque chose. Non, pas du tout. J'ai commencé à travailler du Ouais. Ça doit être dans ta crypte là, à un certain moment, on va sortir probablement. Ouais, peut-être que oui, hein. Enfin, peut-être qu'à un certain moment je vais m'arrêter, mais j'ai fait plusieurs choses et j'ai commencé à travailler. Après, j'ai eu des charges, des cours, donc je me suis jamais reposée, donc je me suis jamais vraiment arrêtée pour dire ah ouais, quand même, j'ai terminé mon doctorat, je suis docteur. Je n'ai même pas fêté. Enfin, oui, non, je fais une petite fête, mais comme pour dire... On peut encore en organiser, ne t'en fais pas. La thèse de Valentina est disponible sur Papyrus. Il y a 3 liens différents à travers lesquels on peut accéder à ta thèse. Okay. Donc, si vous cherchez à travers Sophia, vous allez la trouver. Je remercie Valentina Pancaldi pour le temps qu'elle nous a dédié. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle journée. Belle soirée, désolé. Merci. Merci. No, vedi che